Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère avec des hommes qui ont exploré la Terre, en curieux de ces deux hémisphères, deux figures controversées sur la colonisation, Paul Gauguin et Victor Ségalen. Un troisième homme, plus bourlingueur que deux réunis, marche à leur côté, à un siècle de distance. Jean-Luc Coitalem, grand reporter au magazine Géo, voit reparaître son livre de 2001 sous un autre titre sur les traces de Paul Gauguin. Et notre invité suit Ségalen à Tahiti et en Chine dans Mes pas vont ailleurs, prix Femina Essai et prix de la langue française 2017. Jean-Luc Coitalem nous dira si dans les 80 pays qu'il a visités figurent les Seychelles. C'est là que Thelma, insulaire de la digue, a contracté son goût de l'enfance pour les braids. Explications et recettes dans le documentaire sonore d'Anne Bonneau. Victor Ségalen était d'origine brestoise, Jean-Luc Coitalem aussi. Pour son Speak French, Jean-Marie Chazot va donc s'intéresser aux traces du breton dans la langue française. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Jean-Luc Coitalem. Bonjour. Prix de la langue française à la dernière foire du livre de Brive pour Mes pas vont ailleurs, le livre que vous consacrez à Victor Ségalen chez Stock. Est-ce que ça n'a pas quelque chose de tétanisant pour un écrivain d'être récompensé pour sa maîtrise de la langue ? Non, parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et qui m'est, si j'ose dire, un petit peu tombé dessus comme un orage soudain. Effectivement, tout d'un coup, ce grand mot de prix de la langue française. Un coup de foudre agréable. Un coup de foudre agréable, effectivement. Non, mais je suis plutôt flatté, d'autant que les jurés sont composés pour moitié d'académiciens français et quasiment pour l'autre d'académiciens Goncourt. Donc j'y vois un présage, peut-être. Vous qui voyagez beaucoup professionnellement et pour vos livres, vous diriez que la francophonie se porte comment sur la planète ? Alors elle se porte bien. Je pense qu'il y a effectivement un anglais mais ça c'est une lapalissade, presque une banalité de dire ça, qui se répand. Mais c'est un anglais utilitaire finalement. C'est un anglais technique. C'est un outil. Mais dès que si les gens parlent français, on revient tout de suite au français. Et là on arrive à une langue, en tout cas beaucoup plus subtile entre francophones. Alors justement, votre livre « Je suis dans les mers du Sud » reparu cette année sous le titre « Sur les traces de Paul Gauguin » est traduit en anglais et en chinois. Lequel de ces deux langues vous rend le plus fier ? Le chinois m'a aussi surpris. Vous allez croire que je suis toujours surpris, mais effectivement, avoir un livre traduit en chinois, j'en ai un autre depuis, Nouilles froides à Pyongyang, qui était mon voyage en Corée du Nord, qui était traduit en chinois. Ce qui est plus logique finalement. Ce qui est plus logique. Non, je suis très fier du chinois. Si vous vous demandez encore qui est Gauguin, Corinne Alexia Dabo ne peut rien pour vous. Sur Jean-Luc Coitalem non plus, puisque c'est de Victor Ségalen, le héros de son livre Mes pas vont ailleurs, qu'elle a choisi de vous parler dans son portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Ségalen ? Ah bon ? Vous ne connaissez pas Victor ? Eh bien, dans Mes pas vont ailleurs, Victor Ségalen, c'est d'abord une fin. 1919, 19, le XXe siècle bégaye et Ségalen se meurt. À 41 ans, Victor a déjà trop vécu, trop voyagé, trop fumé. Le docteur se languit. Le sinologue est revenu sur sa lande bretonne. Né à Brest, il meurt à côté. Pas sur le front comme un homme de sa génération, pas de la grippe espagnole comme un survivant des tranchées. Il meurt de son talon d'Achille. On est loin de la Polynésie et loin de la Chine. Ségalen meurt au pied d'un chêne en relisant Être ou ne pas être. Le médecin militaire rend les armes, mais perclus de dépression, Victor avait depuis longtemps rendu l'âme. En relisant votre livre sur Gauguin, Jean-Luc Coitalem, et en découvrant celui sur Ségalen, Mes pas vont ailleurs, j'ai été frappé par la parenté entre deux citations. Gauguin dit « Une vie humaine, c'est moins d'une seconde » et Ségalen « Je n'ai plus une minute à perdre dans la vie ». Ce sont deux hommes qui ont le diable à leur trousse ? Oui, ce sont des hommes, en tout cas pour Ségalen, qui a probablement une conscience d'une vie courte, d'une vie écourtée. Il meurt à 41 ans en 1919, ça vient d'être dit. Gauguin va mourir à 55 ans en 1903 aux îles Marquises. Aujourd'hui, effectivement, on considère que ce sont des vies courtes. Nos vies sont beaucoup plus longues. Ils sont quelque part des Rimbaldiens. Ils sont dans un état de... Ils ont des semelles de vent comme Rimbaud, Ils ont des semelles de vent, mais ils sont en feu comme des météores et ils se consument. Ségalen disait qu'il ne souhaitait pas de l'air, il voulait du feu. Il voulait avoir une vie de feu. Et effectivement, à 41 ans, il arrive, mais
il est consumé. Il est consumé par toutes ces routes qu'il a empruntées, tous ces chemins en Chine, en Polynésie, en Europe. Et puis, il est aussi consumé par cette vie, finalement, qu'il a essayé de remplir un petit peu en vain, parce que c'est quelqu'un qui est en quête de quelque chose, comme Gauguin a été aussi en quête de quelque chose, imaginant le retrouver en Polynésie. Je dis bien imaginant, parce que je fais partie de ceux, comme on dit maintenant dans la politique, je fais partie de ceux qui pensent que le rêve de Gauguin est un rêve finalement assez triste. Alors Gauguin a tenté de se suicider. Est-ce que vous diriez que Ségalen a réussi ? Bonne question. Effectivement, vous faites allusion à cette mort en 1919 dans la forêt du Huelgoat, à l'intérieur des terres, à 1 heure de Brest. On va le retrouver, il part le 21 mai, il quitte l'hôtel d'Angleterre où il est en villégiature, il est tout seul, il est épuisé, maigre comme un hippocampe, et il essaye aussi de se sevrer de l'opium dont il tire sur le bambou quand même depuis des années, et il est encore partagé entre 2 femmes. Il ne sait pas s'il va pouvoir retourner en Chine. Il a traversé la Première Guerre mondiale, il en a réchappé et il est un peu au bout du rouleau et il marche en quelque sorte vers sa propre mort. On ne sait pas aujourd'hui encore si c'est un suicide ou si c'est un accident, ou comme l'a dit un lecteur, si ce n'est pas un suicide accidentel. C'est un peu paradoxal, mais je trouve ça pas mal. Ce qui vous unit à tous les deux, à Gauguin et à Ségalen, c'est Tahiti, où vous avez grandi. Oui, alors j'ai eu cette chance d'avoir un papa qui était officier et nous l'avons suivi de garnison en garnison. Et la première garnison, la première affectation a été Tahiti, où je suis resté jusqu'à l'âge de 8 ans. Et alors je me sens un peu polynésien en fait, parce que mes premières impressions ne remontent pas au-delà de Tahiti. Je suis né finalement à Tahiti. Alors je suis né à Paris, mais ma vie commence à Tahiti. Qu'est-ce que vous répondez à ceux des Tahitiens d'aujourd'hui qui considèrent que pour Gauguin, l'art, c'est du cochon, si je puis dire, à cause de ses mœurs dépravées auprès des jeunes filles? Oui, alors j'ai une réponse assez complexe là-dessus. Je trouve que c'est toujours difficile de juger au théâtre, au tribunal du présent, un passé qui a déjà un siècle. Les mœurs ont changé, le regard a changé, et effectivement, avoir des relations avec des très jeunes femmes est aujourd'hui insupportable et pénalement répréhensible. Il faut dire tout de même que Gauguin a eu beaucoup d'ennuis à Tahiti. Il a eu des ennuis avec la justice, avec les gendarmes, avec les prêtres, avec les juges, mais on ne l'a jamais embêté pour ça. Je suis pi, c'est ma nouvelle philosophie. Hipipi, hurrah, vive le Moukoutra. Ceux qui me cassent la figure, ceux qui me marchent sur les pieds, ceux qui me cognent en voiture, ceux qui me cognent sur le nez. Papa, maman, toute la famille, l'église, l'armée et la patrie. Je les aime, je les aime, je les aime. Je suis pi, c'est ma nouvelle philosophie. Hipipi, ouah. Hippie, Hourra par Jacques Dutronc. Vous savez pourquoi je vous passe cette chanson vieille de 50 ans, Jean-Luc Watalem, en dehors de ses accents très bretonnants? Non. Alors, parce que les paroles sont signées Jacques Lanzmann et son épouse de l'époque. Il s'est marié 4 fois, Jacques Lanzmann. Son épouse de l'époque, c'est Anne Ségalen, fille d'Yvon Ségalen et donc petite fille de Victor Ségalen. Ce qui explique peut-être la référence musicale au breton dans la chanson. Vous l'avez rencontrée, Anne Ségalen? Non, alors j'ai rencontré d'autres petits-enfants de Victor Ségalen, et notamment Dominique Lelon, qui est une 3e génération, et j'ai rencontré même la 4e génération des Ségalen. C'est toujours très émouvant d'essayer de retrouver dans leur visage quelque chose qui serait ressemblant avec leur grand-père ou leur arrière-grand-père. Oui, moi j'ai rencontré les gens comme quand j'avais fait mon livre sur Tahiti, sur Gauguin à Tahiti, et j'avais essayé aussi de rencontrer les descendants de Paul Gauguin à Ivaoa, et
ils sont évidemment toujours là. Alors si j'en crois le prénom donné par Jacques Lanzmann et Anne Ségalen à leur fille, Chine Lanzmann, elle appartient plutôt à la chapelle des ségalenistes chinois que des ségalenistes tahitiens, deux catégories que vous mentionnez dans votre livre. Qu'est-ce qui les rend hermétiques l'une à l'autre ? Oui, vous savez, c'est comme tous les petits cercles, les petites confréries, les spécialistes. Ensuite, les gens travaillent sur une certaine partie de l'œuvre ou s'intéressent à une partie de la vie de l'auteur. Et donc, au final, vous avez des micro-chapelles. Tout ça est un peu ridicule. Mais au fond, tous ces gens aiment Victor Ségalen comme je l'aime aussi. Il y a deux choses, effectivement, deux pôles chez Victor Ségalen. Il y a la Polynésie, il y a la Bretagne, qui est ce socle originel. Et d'ailleurs, il s'appelle Ségalin à l'origine et il fait transformer son nom en Ségalen. Il trouve ça beaucoup plus celtique. Ça sonne plus breton. Ça sonne plus breton, exactement. Et il y a cette rencontre avec la Polynésie qui est pour lui un véritable révélateur sur les pas de Gauguin, où il prend conscience, si j'ose dire, du plaisir des sens, de la sensualité de la vie, de la sensualité du monde, de la sensualité des autres êtres. Et puis, deuxième niveau d'initiation et d'aventure, la Chine, où là, il est en quête, je ne fais pas de mauvais jeu de mots, mais il est en quête du sens, finalement. Il passe des sens au sens. Et puis, il y a une troisième étape, qui est cette étape dont on vient de parler, l'étape bretonne, où là, il y a une quête de l'au-delà du sens. Est-ce que, derrière tout ça, il n'y a pas autre chose ? Et si on doit revenir au hippie de Jacques Dutronc, Paul Gauguin est plutôt plus hippie que Ségalen. Non, Ségalen, c'est un officier strict tiré à quatre épingles ? Oui, alors je vous donne deux exemples. Effectivement, Gauguin meurt en 1903, il va en paréo, torse nu, débraillé, alors que Ségalen meurt en grand uniforme d'officier. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de l'écrivain Jean-Luc Coitalem qui a reçu le prix de la langue française et le prix Femina Essai pour son dernier livre, mais pas Vont-Ailleurs, chez Stock, sur Victor Ségalen. Mais pour l'instant, les pas d'Anne Bonneau nous emmènent aux Seychelles, sur l'île de la Digue auprès de Telma pour son goût de l'enfance. C'était du braid mouroum. Le braid mouroum, c'est des épinards locales. Le nom scientifique, Moringa oleifera. On mangeait beaucoup de braid mouroum chez nous. On faisait du bouillon. On faisait bouillir avec les oignons, poivre, sel, ail. Et on faisait comme un bouillon, quoi, avec plein d'eau. Et on mangeait ça avec du riz. Chaque maison avait des braid mouroum, mais chez nous, chez ma mère, on ne plantait pas. Alors, il y avait une dame là qui plantait beaucoup de braid mouroum. Et je me souviens, c'était moi qui allais acheter chaque jour, chaque 2 jours pour pouvoir cuire et noyer le riz dedans pour pouvoir bien se remplir et pour pouvoir bien dormir aussi. Je me souviens, chaque jour, ma mère me donnait 25 sous ou 50 sous ou 1 roupie pour aller en acheter un bon paquet de braid mouroum. Jusqu'à maintenant, chez nous, aux Seychelles, on plante le braid mouroum. Il faut que chaque maison, la cour, quoi, ait des braid mouroum. Et on mange toujours, chez nous, parce que maintenant, on reconnaît les vertus du braid mouroum. C'est nécessaire. Les gens disent que après avoir mangé des viandes les dimanches, le lundi, il faut avoir le braid mouroum. Ça te fait du bien pour pouvoir attaquer une semaine de travail, quoi. C'est un peu comme ça. Maintenant, avec le changement des nourritures chez nous, avec un peu de l'américaine et tout ça, mais il le faut que dans la famille, chaque semaine, il y a du braid mouroum. Mais le braid mouroum, vraiment, quand j'y pense, ça me donne du goût. Vous qui avez passé, Jean-Luc Coitalem, votre adolescence à Madagascar, vous connaissez forcément les braids de l'océan Indien. Tout à fait. Et c'était pas la poule au pot le dimanche chez nous à Tananarive, on disait Atana, mais c'était le roumazaf. Et le roumazaf, c'est une sorte de pot-au-feu avec du zébu.
et des breads. Et j'ai encore, rien que d'y penser, ce goût un petit peu, je ne sais pas comment définir ce goût. Oui, c'est des épinards, c'est une sorte d'épinard cuit, mais auquel la viande de bœuf donne une sorte d'énergie et d'épicé. Et à Tahiti, si j'en crois votre livre sur Gauguin, vous vous souvenez surtout des haricots en boîte à la sauce tomate de Mayama, la mère de Teva, Toyo et Moana. Oui, c'est vrai. Alors, je ne me souviens pas que de ça, mais un jour, mes parents étaient partis, je ne sais pas où, à la plage, ou je ne sais quoi. Ils avaient tardé à revenir. Et notre voisine, une Tahitienne, s'était inquiétée de cela. Nous étions tous les trois avec quelqu'un qui nous gardait. Et l'heure du dîner était arrivée. Et nous étions passés, il y avait un mur avec un grillage. Nous étions passés sous le grillage, mon frère et moi. Et nous avions été accueillis par cette dame tahitienne. Et elle nous avait dit, je vais vous faire quelque chose que mes enfants adorent. Et elle nous avait fait des haricots en boîte à la sauce tomate et on avait trouvé ça merveilleux. L'austérité de Ségalen, est-ce qu'elle se retrouve aussi dans son assiette? J'imagine qu'il est peut-être moins gourmet que Gauguin. Ah, vous me posez une colle. C'est pas quelqu'un qui est très effectivement branché nourriture. Par contre, je sais que dans sa première expédition à travers la Chine, il avait tenu à emporter du beurre d'Isigny en conserve dans la caravane pour avoir son beurre le matin. Alors voilà, c'était peut-être pas un gourmet, mais il faisait quand même attention à ce qu'il mangeait. Et ils se nourrissent d'autres substances, tous les deux. Vous l'avez dit, l'opium pour Ségalen et puis il y a l'alcool pour Paul Gauguin. Oui, mais alors vous faites un portrait à charge de ce pauvre Paul Gauguin. Oui, il picole un peu, mais bon, qui ne picole pas. Je ne suis pas sûr que Gauguin était alcoolique, et son addiction à la morphine était due aussi à des raisons médicales, puisque vous le savez sans doute, il s'était brisé la cheville à Concarneau lors d'une bagarre avec des marins de Concarneau, des marins bretons, et sa cheville s'était très mal ressoudée, et donc en arrivant à Tahiti avec l'hygrométrie et la chaleur, il souffrait énormément de cette cheville, et à la fin de sa vie, il ne marche quasiment plus. C'est pour ça que quand il est à Ivaoa, il ne va pas voir le fameux site de Pumahu avec les grands tikis dans la forêt. C'est trop loin pour lui, trop difficile, et il a une petite carriole pour se déplacer. Alors c'est vrai que quand on lit sa correspondance, il fait la fête, et il se fait livrer, je crois que c'est du vin de Bordeaux qu'il arrive à se faire livrer en barrique dans sa maison du Jouir. Dans une émission précédente, nous avons reçu à Blois l'historien Pierre Singaravelou, notamment pour son livre Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation, sur la ville chinoise où les 6 principaux pays européens de l'époque, plus les États-Unis et le Japon, fondent le premier gouvernement international. Tianjin, ville innovante sur tous les plans, y compris sportifs, Pierre Singaravelou. Oui, à la fin du 19e siècle, en fait, la ville de Tianjin, au bord du golfe de Bohai, à 130 km de Pékin, est une espèce de laboratoire de la mondialisation culturelle, économique et même politique en Chine et en Asie en général. Et donc, c'est par Tianjin que transitent notamment les différents sports qui vont être importés en Chine, avec le premier club de football dans les années 1884-85, le basket, qui arrive à Tianjin avant même d'être introduit en Europe, dès 1896, et qui va devenir un élément identitaire jusqu'à nos jours de la ville de Tianjin. Et Tianjin est la capitale sportive de la Chine encore actuellement. Et donc Tianjin va devenir une vitrine d'incubation de la modernité, puisque c'est à Tianjin autour de 1900, ou disons plutôt à partir des années 1880, qu'on installe le premier téléphone en Chine, la première gare ferroviaire, qu'on invente le premier timbre-poste, la première université moderne, etc., etc. Tianjin, qui a été à un moment de sa vie la ville de Victor Ségalen, Jean-Luc Coitalem. Oui, tout à fait. Quand il a vécu en Chine, Ségalen a eu plusieurs adresses, mais notamment à Pékin et à Tientsin. À l'époque, ils disent Tientsin. Et il habite rue du 14 juillet, dans la petite concession française, dans la partie française, et il ne s'y plaît pas du tout. Il estime que, justement, à contrario de ce qu'on vient d'entendre, que c'était une ville européenne, mondialisée, avec des Belges, des Russes, des Allemands, etc. Et il n'avait aucune envie de fréquenter ce petit milieu-là. Il cherche l'authenticité, comme il l'a fait à Tahiti, avec les immémoriaux, écrits d'ailleurs en partie à Nouméa, pour l'homme d'avant, l'européanisation. Oui, il cherche à être là. Il cherche à être là dans sa différence. Il cherche à accueillir l'autre, puisque l'autre, finalement, est le plus court chemin vers soi. Et il ne veut pas se mélanger ni se mélanger, d'ailleurs, vraiment avec les Européens. Il vit
Saint John Perse avait quand on lui avait demandé de parler de Victor Ségalen, il disait il vivait tout seul à l'écart dans la ville indigène, un truc comme ça. Un peu comme Gauguin finalement. Un peu comme Gauguin. Et en même temps, il ne cherche pas non plus la fusion. Alors à la différence de Gauguin, il ne cherche pas non plus la fusion avec le peuple local. C'est pas dans sa nature. Hein, non, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'empathie. Gauguin est plus un bon vivant, voilà, prêt à inviter chez lui des jolies femmes et des copains pour faire la bringue et boire du Bordeaux ou du rhum. Parce qu'il boit du rhum aussi, c'est vrai. Ségalen est un peu plus ascétique. Hein. Il est entre soi, entre amis, et l'autre lui sert aussi un peu de miroir et d'essayer de se comprendre lui-même. Mais je pense que Ségalen est dans une quête encore plus profonde que Gauguin, même si Gauguin reste éblouissant. Et c'est à Tientsin que naissent deux de ses trois enfants, les deux derniers. Alors Yvon, qui est le père d'Anne Ségalen, dont on a parlé tout à l'heure, il est un tout petit peu plus vieux. Je ne sais pas si c'est là qu'il a contracté sa vocation sportive, mais en tout cas, Yvon, il a fait du saut à la perche, et puis il a été sélectionné en équipe de France de foot 3 fois, 3 défaites. Hein. Victor Ségalen était lui-même sportif ? Alors, il a une constitution un petit peu chétive. Sa mère l'a protégé pendant des années. Il est resté un être un petit peu fragile. Il a toujours combattu ça et il s'entraînait à de la gymnastique, il s'entraînait à la natation et il est devenu un cavalier émérite. C'était quelqu'un qui était capable de chevaucher 40 ou 50 km par jour et ses parcours ont montré quand même qu'il avait une endurance incroyable. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un sportif au sens de champion à la perche ou en hauteur, mais c'est quelqu'un qui a une endurance physique, il est capable d'aller, il est capable de marcher, il est capable de galoper pendant des jours et des jours. Et alors pour employer un vocabulaire d'aujourd'hui, dont je sais qu'il est un peu anachronique, est-ce que Ségalen, on peut le ranger parmi les anticolonialistes ou bien il s'accommode quand même fort bien de la politique coloniale de son époque ? Ce sont des enfants de leur époque. Ils n'ont pas ce regard et cette distance que nous avons aujourd'hui qui nous permet de juger. Mais à la différence, donc ils participent évidemment en tant qu'officiers, en tant que militaires, en tant que médecins, d'une présence européenne ailleurs qu'en Europe. Donc on peut dire qu'en cela, ils participent du monde colonial. En même temps, c'est quelqu'un qui parmi les premiers, va réfléchir à ce que c'est que l'exotisme. Et dans son essai sur l'exotisme, il se pose la question de l'autre. Et ces 3 textes qu'il publie de son vivant, parce qu'il ne publie que 3 livres de son vivant, le premier, Les Immémoriaux, donne la parole aux Polynésiens. Le deuxième, Les Stèles, est un livre qui est entièrement chinois dans sa forme, dans sa conception, dans son rythme. Il y a 81 exemplaires. Pourquoi ? Parce que 8 et 1, 9, c'est le chiffre de l'empereur. C'est tiré il y a 66 textes parce que ce sont les figures du Yiking. Il s'ouvre quand même à une autre réalité et en cela, il est bien différent, par exemple, d'officiers écrivains comme Claude Farrer ou Pierre Loti, qui restent totalement eux-mêmes. Dernière séquence de l'émission Le Speak French de Jean-Marie Chazot sur l'apport de la langue bretonne à la langue française. Si le biniou, le bagad, les bigouden et les dolmen sont des mots bretons bien compris des francophones, ils restent attachés au folklore et à la forte identité de cette région. Mais les apports du breton au français sont rares. Certains mots courants viennent pourtant du nord-ouest de l'Hexagone. Le bijou qui vient du bisou, l'anneau, et du mot bise, le doigt, ou encore le goéland du verbe breton goéland, pleurer, en référence au cri de l'oiseau. Voire le pilou des tissus pelucheux qui vient des pilous, les chiffons en breton. En revanche, de nombreux blogs sur la toile revendique la paternité bretonne de l'expression « que dalle », dalle voulant dire aveugle chez les armoricains, mais les lexicologues la situent plutôt du côté du lorrain, daillé, et plus sûrement du romani chez les tziganes, daille voulant dire rien du tout. Restent les prénoms d'Armel à Soisic et d'Annick à Mahé, 100% issus du breton, langue celtique à ne pas confondre avec le gallo, langue romane de la Haute-Bretagne, dont le rare apport au français d'aujourd'hui, et encore ses sujets à caution, serait le mot Bataclan. Jean-Luc Coatalem, est-ce que c'est grâce à ces langues longtemps parlé que l'identité bretonne est une des identités régionales les plus affirmées dans l'Hexagone ?
Sans doute. Et pour revenir à Victor Ségalen, c'est quelque chose qu'il a travaillé. D'abord en changeant son nom, on l'a dit tout à l'heure, en le celtisant. Et à la fin de sa vie, il a, certes, après avoir tiré sur le bambou, donc fumé de l'opium, eut l'idée de faire des immémoriaux bretons. Comme il avait fait des immémoriaux polynésiens, tout début, en 1907, il a eu cette tentation d'écrire quelque chose. Et il disait qu'il voulait revenir à l'os ancestral, à l'os primitif, quelque chose en lui qui peut-être avait envie de parler. Mais vous savez, quand on est brestois, ce qui est votre cas aussi, mon cas, et ce qui est le cas de Victor Ségalen, quand on est brestois, on se sent ni breton ni français. On est brestois. On se sent brestois. Alors c'est un peu ridicule, mais il y a quelque chose quand même d'un tout petit peu vrai. C'est quoi être brestois? Je ne sais pas, c'est indéfinissable. Être brestois, parce que Brest, c'est une garnison, un port, un arsenal français mis sur une terre bretonne, et avec quand même devant nous cet appel, ce goulet qui est comme un canon qui va tirer ses bateaux vers le grand large, et on est d'ici et d'ailleurs forcément. Et je me souviens d'un texte de Henri Kefelec, le père de Yann Kefelec, qui disait qu'enfant, dans les salles des classes, il y avait un merveilleux maritime. Tous ces enfants étaient bercés par un merveilleux maritime, c'est-à-dire qu'on savait que au bout de la cour, au bout du quai, l'ailleurs commençait. Et Victor Ségalen est-il bretonnant? Son tout premier titre de livre est en breton, hein. D'ailleurs, vous le diriez mieux que moi, j'imagine. Oui, Ardaour Vroz, me semble-t-il. C'est un premier texte qu'il écrit très étrangement sur la forêt du Huelgoat, là où, 30 ans plus tard, il va mourir. Et on va pouvoir retrouver la vie de Victor Ségalen dans Mes pas vont ailleurs de Jean-Luc Watalem chez Stock, que je recommande, ainsi que Sur les traces de Paul Gauguin qui reparaît chez Grasset. Merci Jean-Luc Watalem. Merci à vous. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Nicolas Palcossian.